tu vas me dire que je fais beaucoup de réponses simples, mais vas-y, investis sur le Bitcoin quand ça arrive. Ah, excellent, moi c'est la réponse que je voulais donner, parce que souvent on la demande cette question et jamais personne n'a dit ça, et je me suis dit c'est vrai que moi je crois que je dirais ça. Ah, mais moi, je reste fidèle à ma ligne directrice. Je l'ai dit, je suis feignant, j'aime pas bosser 16 heures par jour, c'est fini ces trucs-là. Je vais là où il y a la simplicité. L'email marketing, c'est beaucoup de boulot au début, je me renseigne beaucoup, je vais me renseigner sur la marque, sur le branding, sur l'histoire de la boîte, sur les produits. Mais un coup que tout ça c'est fait, je connais bien le produit. Derrière, je vais bosser quelques heures par semaine pour écrire mes mails et c'est fini. Voilà. Donc, c'est du long terme, et voilà. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, on a un super invité, vous allez en savoir un petit peu plus juste après cette introduction. Avant de commencer l'épisode, restez bien jusqu'à la fin, on a une petite surprise pour vous. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais brièvement? Donc moi, c'est Jérôme, donc je suis copywriter depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je me suis lancé, donc je me suis spécialisé dans l'email marketing. Et bon voilà, j'ai eu un parcours, on va pas dire atypique, mais j'ai fait 50 000 choses dans ma vie. J'ai commencé avec un sapé charcutier traiteur, après je suis parti en pâtisserie. J'ai fini avec ma boulangerie-pâtisserie pendant 3 ans. Après j'ai travaillé en industrie pharmaceutique, où je fabriquais des médicaments. Et suite à plusieurs refus pour évoluer, je me suis lancé dans le copywriting un peu par pur hasard. Et 6 mois après, je donnais ma démission parce que j'en vivais, tout simplement. Excellent, ouais, tu vas nous raconter ça tout à l'heure plus en détail, mais c'est vrai, beau parcours. On aime bien commencer par l'enfance, on fait chronologiquement. T'étais quel type de personne quand t'étais petit? Introverti, bon élève, euh, élève moyen, toi, 14, entre 14 et 16 de moyenne. Quand je me décidais, je pouvais avoir beaucoup plus, mais j'étais feignant. Je suis toujours d'ailleurs. Donc voilà, enfance normale en campagne, aller jouer au foot. Je faisais du théâtre à 4-5 ans, j'ai commencé le théâtre. Ok, Ce qui a une grosse incidence sur le reste de ma vie et surtout sur mon travail aujourd'hui. Mais voilà, enfance normale. J'ai eu que ma mère, donc mère d'accord. célibataire, 3 enfants. Et puis voilà, d'où la raison que je suis parti pour aller gagner de l'argent à 15 ans en charcuterie. Et puis après voilà, Ok. enfance tranquille. Mais pour revenir sur le théâtre, c'est un petit peu contradictoire avec, ou c'est peut-être un cliché, mais je me dis quand on fait du théâtre, on est théoriquement moins timide, et donc peut-être un peu moins introverti. Ah mais moi j'ai fait le théâtre parce que ça m'a plu et ça m'a aidé à... J'étais timide maladif, j'étais impossible Ok, de parler à quelqu'un, j'allais à la boulangerie, j'étais même pas capable de parler. ok. Donc ouais, c'est pour ça, ça m'a complètement libéré, on va dire. Et ouais, c'est devenu une partie importante de ma vie, mais ouais, ça, ça a aucune logique. Ouais, Faut mais rechercher aucune logique. tu l'as fait volontairement pour un peu quand je veux dire te soigner, c'est pas non plus une maladie d'être timide, mais un peu pour être vraiment, pour aller plus vers les gens et ne plus l'être, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, j'avais vu le spectacle, parce qu'en fait, j'ai fait toujours dans la même troupe. Et, j'ai arrêté l'année dernière jusqu'à ce que je sois parti, que j'ai quitté la France. Mais je suis rentré là-dedans, j'ai vu le spectacle, ça m'a plu, je me suis dit, vas-y, je veux faire ça. Ok. Sur un coup de tête, et au final, je suis tombé amoureux du truc et j'ai continué non-stop. Ouais, tu nous raconteras peut-être tout ça tout à l'heure un petit peu plus avec des anecdotes sur cette partie. Tu voulais faire quoi, toi, comme métier petit, on va dire, ouais, quand on est ado, quoi. Ouais, alors là, on les voit pas, les livres, mais je voulais être soit kiné, soit bosser en physique. Donc en sciences physiques, bon, je suis un passionné de tout ce qui est physique quantique, donc trou noir et tout ça. Donc voilà, je voulais partir là-dessus. Après, comme j'ai dit, j'étais feignant à l'école, donc j'avais pas forcément les notes nécessaires. Et puis ma mère, elle était tout seule, donc je me suis dit autant aller faire un CAP, gagner de l'argent, et puis voilà quoi, tout simplement. Donc, complètement à part de ce que je voulais faire. Ouais, la vie t'a un peu rattrapé, pas rattrapé, mais tu t'es dit, ouais, il faut peut-être que je gagne plus vite que de faire des études pendant 10 ou 15 ans C'est ça. pour ça. Et pour en revenir sur l'adolescence, est-ce que tu as comment dire, un souvenir qui t'a vraiment marqué, qui a fait la personne que tu es devenue aujourd'hui? Ah, il y en a plein, mais ce serait le théâtre en fait. Hein. Le théâtre, j'ai fait pas mal de rôles et beaucoup comiques et un rôle de conteur. Je- En fait, quand tu y réfléchis, c'est ce qui m'a ramené là-dessus en fait. Raconter l'histoire en fait. T'as les gens qui jouent derrière, qui jouent la scène et toi t'es le conteur. Et Ok. en fait aujourd'hui, ce que je fais, c'est ça en fait.
moi, ma méthode, c'est surtout basée sur le storytelling, raconter des histoires. Donc, et c'est quelque chose qui m'avait énormément plu. Ça changeait du rôle comique que je faisais habituellement et où je comptais en fait. J'avais un texte mais énorme et ouais, ça a été on va dire que c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et quand je me suis retrouvé dans le copywriting ou voir que je pouvais faire du storytelling, Ouais, t'avais un plus, ça t'a aidé en quelque sorte. c'est ça. Et pour finir sur l'enfance, est-ce que t'as une anecdote amusante que t'as fait ou même une connerie, un peu une connerie de gamin, quoi? Une connerie de gamin. Alors, ce serait plutôt fin d'adolescence, mais parce que j'ai pas fait trop de conneries, mais j'étais le genre. Bon, on en revient au théâtre toujours, hein, mais j'ai appris à faire quelques imitations et je me suis retrouvé à aller à un McDo à l'époque avec un pote qui lui savait faire juste une voix à la voix de Donald et moi je faisais la voix d'Homer Simpson. Et on a passé la commande et on a foutu le bordel. Plein de gens gueulaient parce que la serveuse n'arrivait plus. C'était avant les bornes. Hein. Je suis vieux. Elle arrivait plus. Elle était en train de pleurer de rire. Elle en pouvait plus. Quoi. J'étais en train de passer la commande avec la voix d'Homer Simpson. Ouais, excellent. D'accord. Voilà, Maintenant, j'ai foutu un petit peu le bordel. Ah oui, je voulais que tu me fasses une petite démo, mais bon, tu peut-être pas on va pas faire toute l'interview comme ça, mais. Non, ça va être chiant au bout d'un moment, je pense. Et pour en revenir à tes débuts, ouais, dans le monde du travail, tu nous disais, ouais, t'étais, c'est charcutier ou boucher, pardon, Charcutier traiteur, ouais. Ok, charcutier traiteur. Donc ouais, à 15 ans, t'as fait un apprentissage, c'est ça? Ouais, c'est ça, 15 ans apprentissage. Au bout d'un an, je voulais arrêter, ça me plaisait pas. J'ai quand même été au bout. Je me suis dit autant finir le diplôme, sinon c'est une année de perdu. Après, je suis parti en pâtisserie. Et puis Ok. voilà, la pâtisserie, ça m'a tenu jusqu'à mes 28 ans. J'ai eu ma boîte de 25 à 28 ans, donc en fait, j'ai arrêté là-dessus. Et ensuite, qu'est-ce que t'as fait après la pâtisserie ou comment dire, même pendant la pâtisserie, tu t'épanouissais plus dedans. Pourquoi t'as changé après, en gros? Ah mais en fait, donc je suis parti en pâtisserie, j'ai fait de la pâtisserie fine, j'ai fait de la pâtisserie traditionnelle, j'ai fait de l'industrie, les Saint-Michel, les gens connaissent, Ouais. les gâteaux Saint-Michel. J'ai fait de la restauration, 4 étoiles en Belgique. J'ai tout fait, j'ai géré des personnes. Ensuite, je me suis mis à mon compte à 25 ans. Ok. Donc j'ai vraiment tout fait dedans et il y a rien qui m'a plu. Et j'ai arrêté à 28 ans, j'ai mon four qui m'a lâché. Donc quand tu as un four pâtissier qui te lâche et que tu dois en racheter un pour cuire tout ton pain, c'est un peu compliqué étant donné que ça coûte 25 000 balles en occasion, parce qu'il n'y avait rien de dispo sur le coup, et ça coûte une blinde. Et en gros, je pouvais plus me payer pendant 5 ans si je l'achetais, donc la meilleure chose à faire, c'était de fermer et puis d'arrêter. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est plus le côté, comment dire, que tu t'épanouissais plus dans le travail, que tu avais un petit peu fait le tour, ou c'était le côté aussi, tu voulais peut-être gagner plus aussi en te crevant moins à la tâche, parce que j'imagine que être pâtissier, bon, c'est du taf quand même aussi, donc ou peut-être un mix des deux aussi. Toi, c'était peut-être un mix des deux aussi que tu avais envie de gagner plus, faire vraiment quelque chose de nouveau, quoi. Pour te donner une idée, en tant qu'employé, même en gérant des personnes ou en étant tout seul à tout gérer en faisant des heures sup, je gagnais 1003, 1004 max. Ouais, donc Quand si tu j'étais à mon ramènes compte pendant 3 ans, ça, je me payais 500 euros maximum pendant 3 ans. ouais, donc si Et tu à la ramènes fin, ça quand au c'est taux clair, horaire, t'es pas bah, très gay. entre 16 et 18 heures par jour minimum, 7 jours sur 7 évidemment, parce que quand le magasin est fermé, il faut refaire toutes tes avances. Et à Noël, c'est 3 jours non-stop. Petite anecdote, hein, juste avec une petite sieste d'un quart d'heure, 20 minutes, où je disais à ma mère de me rappeler jusqu'à ce que je réponde pour être sûr que je sois réveillé pour pouvoir faire tout ce que j'avais besoin pour les clients. Donc voilà. Ouais, je Et comprends. quand j'ai fermé, on m'a refusé toutes les aides pour les formations ou autres, sous prétexte que je gagnais trop d'argent. Donc je gagnais 500 euros par mois. Je me souviens, ma dernière déclaration fiscale, elle est à 6 000 euros à peu près. Même pas 6 000, elle a 5 006. Et on m'a dit non, monsieur, vous n'avez pas droit aux aides. Ah, bah, merci la France. Ouais, ça m'a un peu dégoûté en fait de tout le truc. Et je me suis dit, vas-y, je me reprends un boulot en salarié, 35 heures, et puis basta. Tranquille dans un bureau, rien s'est passé comme prévu en fait. Et ouais, bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc là, quand t'avais 28 ans, t'avais ta boîte, tu pouvais pas changer le four. Tu pouvais, mais bon, c'était trop avancer trop d'argent pour te crever à la tâche. Qu'est-ce qui s'est passé à ces 28 ans du coup? Donc juste pour préciser, j'ai fait une liquidation judiciaire simplifiée parce que j'avais aucune dette. Le peu de matériel que j'avais à rembourser, c'était largement compensé avec la vente de tout. Mais j'ai rien récupéré en fait au final parce que comme ils se gaffent bien sur les commissions des ventes des produits vendus ou autres, je suis reparti avec rien en poche, j'ai tout perdu. Donc à 28 ans, j'étais reparti à zéro. J'ai voulu faire des formations, on me les a refusées. J'avais aucune aide à la formation, pas de chômage évidemment, j'étais patron. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis réinscrit en boîte intérim et une semaine après, je commençais. Donc j'avais plusieurs propositions.
Je suis parti en pharmaceutique, on m'a dit oui, mais bon, vous savez, c'est beaucoup de femmes là-bas, c'est compliqué. J'ai dit bon, je m'en fous, moi. J'ai pas. On me proposait d'aller devant des fours pour refaire des moules industriels. J'ai dit mais j'ai pas envie d'être devant un four rose, je l'ai déjà fait, non merci. Donc je me suis retrouvé en pharma par pur hasard. Et puis en fait, au bout de 3 mois, on m'a proposé de m'embaucher. Le directeur a refusé de m'embaucher parce qu'il considérait que j'étais instable professionnellement. Donc j'ai continué en CDD long terme. Au bout d'un an, j'étais embauché. Et puis 6-7 mois plus tard, je passais 2 postes au-dessus pour fabriquer les médicaments en fait. J'étais au truc de base, mettre les trucs dans les boîtes, de l'empaquetage. Et je me suis retrouvé à fabriquer les médicaments quelques mois après avoir été embauché. Ok, mais comment t'as eu ce poste du coup? Parce que je pense que c'est pas les mêmes tâches, c'est quand même plus complexe, quoi. Comment t'as fait pour arriver là? Oh, j'y étais au culot. J'étais au culot. Après, j'avais des bonnes performances sur toutes les lignes où j'étais. C'est-à-dire que Ok. si j'étais sur une ligne où j'étais tout seul, le boulot était fait et j'avais en majorité, j'étais plus que bon en termes de production. Je faisais largement la quantité. Et quand j'étais avec des équipes, même si j'étais qu'avec des intérimaires, moi-même j'étais intérimaire à ce moment-là, et même quand je suis passé en employé, en fait, mes dossiers étaient bons et j'étais dans les plus performants. Donc Ok. je venais d'arriver, j'étais dans les plus performants, et puis j'y étais au culot en mode bon écoute, il y a une place. C'est pesé, c'est de la fabrication, il faut suivre le dossier. Euh, voilà, j'ai fait de la pâtisserie fine, donc je me suis dit, vas-y, ça, il y a peut-être des petites ressemblances. J'y étais, et puis j'ai passé mes 4 entretiens, de nouveau, parce que j'avais 4 entretiens pour être embauché. Ah oui, quand même. J'en ai repassé 3 pour être embauché définitivement, et après j'ai repassé 4 entretiens pour passer au niveau supérieur. Ok. Et en termes de technique, t'as eu une formation interne? Parce que je suppose quand même qu'il y a des choses tu fais pas des médicaments comme ça, juste en suivant un manuel, je pense. Non, je t'ai formé vite fait, mais bon, pareil, normalement c'est 3 semaines de formation, mais comme il y avait toujours des absents, j'ai jamais fait une semaine complète. J'ai fait 4 jours maximum sur une semaine. En gros, j'ai été formé 10 jours et après on m'a dit bon Jérôme, vas-y débrouille-toi, de toute façon on n'a pas le choix. Donc bon, voilà, mais bon, ça s'est fait, hein, ça s'est fait. Ok. Et ça, c'est en quelle année à peu près pour resituer pour ton parcours? En fait, 28 ans, j'ai postulé, j'étais embauché un an après, donc 29 ans. J'ai eu même pas 30 ans en fait quand je suis passé technicien de fabrication. Donc c'était à peu près un an, même pas un an, à peu près un an et demi après avoir été, après être rentré dans la boîte en tant qu'intérimaire. Ok. Et donc j'ai même pas 30 ans en fait. Ok. Mais là, t'as quel âge du coup? Parce que pour resituer, je sais J'ai pas si. 35. Ah d'accord, oui. Donc oui, c'était il y a 5 ans. Ouais. Donc on va dire vers 2019, 2020, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait plus d'un an et demi que j'ai arrêté en fait là-bas. Donc j'ai arrêté juste avant mes 33 ans en fait. Euh, Ok. ça y est, je sais plus. Non, juste avant mes 34 ans. Ok, oui, 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 Ça c'est fait un ça, il an y et a un an et demi que demi, j'ai ouais, arrêté. exactement. Donc je suis du mois de juin. J'ai démissionné. J'ai fini le 30 mai et le 8 juin c'était mon anniversaire. Donc j'ai vraiment quitté le truc. Ça fait un an et demi. J'ai quitté juste avant mes 34 ans. Ok, on va en revenir. On va en revenir sur ça, ouais. Donc, t'as eu ton poste, t'étais en CDI, c'est bien ça, hein, quand tu étais en CDI à C'est fabriquer des ça. médicaments. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es dit, bah, j'en ai marre, je veux faire autre chose? En fait, on m'a tout refusé, tout simplement. Donc j'étais tout seul à bosser. J'étais le plus ancien, excuse-moi. J'étais le plus ancien à ce poste-là parce qu'on était très peu. Et je me suis retrouvé donc à devoir former tous ceux qui arrivaient. Je me retrouvais donc quand il y avait des erreurs à devoir, je me suis retrouvé en réunion avec les médecins, les pharmaciens pour régler les problèmes, pour voir d'où pouvait venir le problème ou autre. Donc j'ai demandé à être augmenté, tout simplement. J'ai été voir les RH, j'ai demandé à être augmenté. On m'a tout simplement, alors c'est même pas refusé, on a bloqué la demande d'augmentation et elle est même pas montée plus haut. Ouais, donc c'est Donc pire que déjà je me suis dit, refuser. ok, voilà. Et en plus je bossais de nuit, hein. Je commençais à bosser de nuit, donc ça veut dire que je gérais tout et on avait un superviseur de production qui n'y connaissait rien et que quand il y avait des problèmes, des fois c'est moi qui devais venir. Donc il y avait ça. Donc ça c'est venu après. Hein. Mais voilà, je faisais ça. J'ai fait 2 demandes de formation pour pouvoir devenir superviseur de production. Parce que j'avais envie d'évoluer, j'avais plus envie d'être en fabrication et tout ça. Je voulais gérer, parce que moi c'est la gestion qui me plaisait, comme en pâtisserie, gérer du monde et tout ça, c'est ça qui me plaisait. Et du coup, je fais une première demande. La première demande, donc c'est pas la boîte, hein, ça m'est refusé plus haut en fait les organismes de financement. C'est refusé sous prétexte que je ne suis pas prioritaire parce que les gens qui ont les formations, ce sont les gens qui changent de métier, mais pas ceux qui veulent évoluer. Donc j'ai vu un peu en travers de la gorge, je me suis dit d'accord, ok, super, sympa. J'ai dit bon c'est pas grave, je refais le dossier l'année prochaine. Je refais mon dossier
Et là, je reçois la réponse votre souhait d'évolution vos souhaits d'évolution ne correspondent pas à la formation demandée. Et là, je leur ai dit non, mais c'est le seul diplôme qui existe dans le domaine qui me permet d'accéder à ce poste. Donc le refus, il est mais lunaire, vraiment lunaire. Ça s'appelle un TSPCI en fait. Donc j'avais passé tous les tests d'aptitude parce que j'ai pas de niveau bac. Donc j'avais passé tous les tests dans l'organisme de formation où se fait la formation. Ils ont validé mon inscription parce que j'avais passé mes tests largement. Et derrière, les organismes de financement m'ont dit que non, vos souhaits d'évolution ne correspondent pas avec le poste souhaité, donc refus. J'ai fait un appel et l'appel il a été refusé directement. Donc voilà. Donc je me suis dit bon ok, de demandes j'en ai marre. J'ai cherché un moyen pour gagner plus d'argent et peut-être quitter mon job. Alors je voulais partir sur l'e-com de base. Et bon je me suis dit il y a du budget, il y a tout ça, plaît pas trop. Et puis au final je suis tombé sur le copywriting par pur hasard. Et puis au final voilà. En septembre, donc il y a pile 2 ans, là, au moment où on tourne cette vidéo, 2 ans et un mois, je suis tombé dessus, je me suis formé, et ça fait pile 2 ans que je me suis lancé dans le copywriting. Ok, tu te rappelles la formation que tu avais suivie ou la personne un petit peu qui t'a... Ouais. Tu t'es dit, ouais, je vais me lancer en c'était claqué, j'ai rien appris dedans, en fait. Vraiment, j'ai rien appris. J'ai eu connaissance du copywriting là-dessus, mais j'ai strictement rien appris. C'est en mode ce que vendent tous les formateurs. Apprends à faire une structure AIDA, et voilà, quoi. C'est ça. Tu poses une question, genre... comment tu fais pour démarcher les clients? Tu les cherches sur Insta ou... Ouais, non, mais je te demande pas comment les chercher, je te demande comment les aborder. Il y avait rien, quoi. Il y avait même pas de réponse, il y avait que dalle, c'était claqué au sol. Ah ouais. Et moi, ce que je me demande comment t'as fait. Donc t'avais un taf, t'as démissionné, tu t'es dit je vais avoir une aide ou quoi, ou t'as un peu fait dans un ordre, tu t'es dit je vais quand même avoir des clients, et après t'as démissionné. Comment ça s'est passé? Alors, donc après la formation où j'ai rien appris, je me suis dit bon, je vais le faire moi-même. Parce que les vidéos YouTube, il y a beaucoup de trucs qui me parlaient pas. Et je me suis dit, vas-y, l'email marketing, ça a l'air d'être pas mal. Écrire des mails toutes les semaines, c'est des contrats long terme. Je me suis dit, c'est cool, parce que juste choper une mission, devoir trouver des clients constamment, c'est pas forcément le truc qui me plaisait. Ouais, Donc, je me suis dit, allez, vas-y, je me lance là-dedans. Donc, je me suis inscrit à des newsletters, mais je crois que sur une journée, je me suis inscrit à plus de 200 newsletters. J'étais au boulot, je me faisais chier, j'allais en pause, j'avais le téléphone, je m'inscrivais à des newsletters. Et je recevais, mais franchement, il y avait 99% des mails qui étaient pourris. Je passais mon temps à me désinscrire de tout. Donc, aussi bien des e-com, des infopreneurs. Et il y avait quelques mails qui étaient bons, donc parfois il y a des mails bons au milieu des mauvais. Je réécrivais les mails et je me disais mais ça j'aime pas, ça me donne pas envie de vendre. Ça, ça m'intéresse même pas en fait. C'est genre t'arrives direct, ils veulent te vendre un truc, il y a même pas d'accueil ou autre. Donc et au fur et à mesure en fait, à force de tomber là-dessus, je me suis dit bon, j'écris des mails au hasard, j'ai commencé à essayer de démarcher en envoyant des mails tests pour les gens, leur disant voilà j'ai réécrit parce que je trouve que le mail était pas très accueillant, je l'ai réécrit, j'ai pas eu trop de retours. Et en fait, à force de faire du contenu sur les réseaux là-dessus, j'ai fait quelques petites missions en dehors de l'email. Et on est venu me chercher pour une mission en email marketing et je me suis mis à faire un mail par jour dans le sport. Pardon, je te coupe, tu as eu quelques missions, comment tu les as trouvées? C'est des gens qui t'avaient démarché avec ton compte Twitter par exemple, ou un autre réseau, Ouais. Réseau social? Ouais, ça, ou sur les groupes d'aide, Facebook ou autres, les gens qui cherchaient. Et du coup, je les aidais. Je les aidais sur les pages de vente. J'ai réécrit une page de vente sur comment devenir transporteur. Okay. Ouais, Donc, et la personne n'a jamais mise en place en fait. C'est les premières missions, vraiment les trucs t'écris. En fait, les gens ils en ont. Et ouais, j'ai besoin d'aide et puis au final ils en ont rien à faire. J'ai aidé quelqu'un dans l'immobilier. Je lui ai aidé à modifier son offre. On a revendu beaucoup plus cher. Résultat, on a fait quoi? On a fait 5400 en un mail sur son nouveau lancement. Et du coup, des gens ont vu ça, ils sont venus me chercher. Donc dans le sport, faire un mail par jour pendant plusieurs mois. Et en fait, j'ai pu capitaliser sur mes résultats et on est venu me chercher encore pour d'autres contrats. Et du coup, je me suis retrouvé à écrire pour des infopreneurs, donc dans des domaines comme l'IMO, comme la bourse. Okay. Voilà, donc dans plusieurs domaines. Et puis c'est parti. Et puis après, je me suis formé plus sur le personal branding. Parce que je voulais attirer les clients à moi et sans avoir à les démarcher. Et en fait, j'ai littéralement explosé à ce moment-là. Ok, excellent. Et c'est à ce moment-là que... J'ai donné ma démission un mois après avoir commencé le coaching en personal branding. Excellent. Et là, actuellement, c'est ce que tu fais le plus de coups au coaching en personal branding? Non, moi je me suis formé pour attirer les clients à moi.
Et en fait, j'ai adapté, donc je fais que de l'email marketing Ok. principalement. Après, je fais du consulting pour les e-com, pour les aider à se développer sur plusieurs facettes, justement sur le branding, qui est hyper Ok. important. Et je mets en place tout ce qui est écosystème email marketing et tout ça. Mais moi, j'attire les clients à moi via mes réseaux, donc Twitter et LinkedIn, et je fais pareil pour mes clients. Donc, Ok. pour qu'ils attirent leurs clients, et puis en créant des séquences email marketing, de la newsletter basée sur le storytelling et sur le développement du branding de l'entreprise. Ok, excellent. Ouais, donc là, on est, bah, c'est maintenant, en gros, là. Tu m'as résumé, ouais, tout ton parcours, c'est exactement maintenant. Ok. Et en termes d'objectifs, maintenant, t'en es où, là? C'est quoi tes prochains objectifs? Bon, en fait, j'ai dépassé un de mes objectifs, je les ai dépassés beaucoup plus tôt que prévu. Ça, c'est la réalité. J'ai eu un petit moment, en fait, où je me suis un peu dit, oh, c'est cool, ça va bien. Donc, comme je me suis expatrié, je me suis lancé sur d'autres projets. Donc, bah, je vis à Sofia. J'ai un café, je suis associé dans un café à Sofia. J'ai des gens qui me demandent de les aider, donc ce qui s'appelle un petit peu copy chief. Donc, en fait, aider sur la partie email marketing d'autres copywriters qui ont des clients et qui ont besoin d'aide. Donc, je les aide à développer et à améliorer leurs prestations. Mais bon, bah moi, c'est l'agence qui tourne le plus. Là, le modèle de l'agence, maintenant, ça va être de la développer, d'avoir quelqu'un pour m'aider à la gérer, et puis pour pouvoir gérer plus de clients. Mais je veux que ça reste quand même à taille humaine, parce que bah, moi, je prends très peu de clients, parce que je veux les emmener assez haut. Euh, voilà, on parlera peut-être des résultats après. Mais voilà, moi, mon but, c'est ça. Quand je bosse pour un client, je bosse pas pour 10 clients en même temps. L'email marketing, je reviens toujours au même, je suis feignant. J'ai pas envie de bosser 14 heures par jour comme je l'ai fait en boulangerie-pâtisserie et à me tuer la santé à faire que ça et à mettre de côté tout le reste. Donc je bosse un peu, mais en fait moi quand je bosse, je suis hyper concentré et si je bosse 4 heures de suite, je fais le boulot qui m'aurait pris 10 heures en temps normal si je bosse tranquille. Ok. Tu préfères aussi, ouais, peut-être la qualité à la quantité aussi, parce que bon, c'est bien beau de bosser longtemps, mais c'est ça aussi, je pense, Toujours. que tu Et préfères. puis j'ai besoin de temps libre pour moi Oui, bien sûr. pour Aussi. être plus performant et puis pour lire, pour me donner des idées, des nouvelles approches parce que bah c'est du storytelling et Oui, oui, lire c'est mieux. oui, t'as raison, il y a une part de, comme tu disais tout à l'heure, comme t'as fait du théâtre, il y a une part de créatif aussi dedans, je pense. Énormément, ouais. Et la créativité, malheureusement, je pense, on peut pas, c'est pas comme, comment dire, c'est pas comme un taf, tu dis, bah là, je suis boulanger, par exemple, toi, t'es boulanger, tu te dis tous les jours, je fais mon pain, que la créativité, des fois, si tu l'as pas, c'est compliqué de se forcer, toi. Ouais, t'as pas le temps de lancer des nouveaux produits forcément comme tu veux. C'est toujours compliqué en fait. Alors que là, j'ai le temps. Et c'est ça que j'aime dans ce métier en fait. J'ai le temps de chercher des nouveaux axes d'amélioration, des nouveaux formats. Euh, c'est c'est top. En fait, je passe mon temps. En fait, la plupart de mon temps, je passe mon temps à écrire des histoires. Et je gagne ma vie en faisant ça en fait. Donc c'est Ouais, ouais, j'imagine. Et en termes de projets futurs, t'as des choses que t'as envie de nous parler ou qui sont en place, qui vont se mettre en place, je veux dire? bah là l'agence, je la développe. Donc ça on va dire que c'est le gros projet. J'ai le café, on essaie de développer aussi. On a pas mal d'idées. Donc voilà, on va dire que ça c'est les projets principaux. Après le reste, peut-être de l'immobilier, mais à voir pour le moment. C'est pas Ok. la priorité. Déjà le développement de l'agence, je fais toujours les choses une par une. On a déjà deux choses là, le café plus mon agence que je développe. Ça me fait déjà pas mal de taf. Et le café, ça m'intrigue, c'est un café qui est plus pour les, comment dire, les expatriés ou c'est pas spécialement dans le café que t'as investi? Non, c'est du produit français en fait. On propose des produits français. On est quasiment un des seuls. Il y a d'autres Ok. français, mais c'est souvent des. Donc je suis en Bulgarie, c'est souvent des Bulgares qui étaient en France, qui ont travaillé en France et qui reviennent. Là, on est le seul sur le marché, donc on essaie de le développer et de proposer des meilleurs produits. On essaye de développer petit à petit parce que c'est pas très, c'est assez récent. Donc voilà, on a Ok. le café, on essaie de développer ça. Voilà. Ouais, top, C'est un petit top, projet top. physique en fait. Ça permet de changer, d'être toujours sur un ordinateur et de travailler. On a du personnel, on a tout ça, donc c'est complètement différent. C'est c'est vraiment autre chose en fait. Mais Ouais, ouais, j'imagine. pas de gestion au jour le jour. Et maintenant, on va passer un petit peu à la question plus contenu. T'as une chaîne YouTube, j'ai pas eu le temps d'aller voir, je suis désolé. Non, je n'ai pas de chaîne YouTube. Twitter, je l'ai un peu délaissé parce que bon, on va dire que les résultats et puis depuis que c'est devenu X sous Elon Musk, bon, c'est plus vraiment la même chose. Et j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences sur Twitter entre des gens qui payent pas ou des gens qui se renseignent et puis ouais, mais en fait c'est pas mes vrais résultats. Je dis ouais, ok, donc laisse tomber. Je suis Ouais, parti je sur comprends. LinkedIn et voilà, je suis surtout sur LinkedIn. Il y a du contenu vidéo qui va bientôt arriver aussi. Ok. Je vais m'y lancer, voilà. Je suis en train de tourner actuellement ma vidéo de présentation et il y aura bientôt du contenu vidéo, donc plusieurs fois par semaine.
La chaîne YouTube, c'est pas en prévision. Peut-être Ok, un jour, c'est parce que quand tu j'ai dis jamais du contenu vidéo, ça sera sur LinkedIn du coup. sur LinkedIn, ouais. J'ai Ok. toujours dit que je ferais jamais du contenu vidéo, et puis au final, je fais une vidéo de vente, je vais faire du contenu LinkedIn. Donc, j'ai dit YouTube, jamais de la vie, on sait jamais. Peut-être que d'ici quelques mois, il y en aura une. Ouais, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, on mettra ton lien de ton LinkedIn, du coup, que tout ton contenu sera là-bas. Comme ça, les gens pourront aller voir de leur côté. Et même si t'as pas de chaîne YouTube, tu regardes un petit peu certaines chaînes YouTube, pas spécialement dans le copywriting, mais même sur d'autres choses. Hein. Euh, alors pas vraiment. Je consomme pas beaucoup de contenu vidéo. À part quand c'est du storytelling ou des let's play, parce que je suis pas un grand joueur de jeux vidéo, mais t'as des histoires qui sont splendides dans le jeu vidéo. T'as des storytelling qui est excellent. J'ai fait d'ailleurs il y a pas longtemps plusieurs mails sur voilà, le truc qui est connu par tout le monde, Final Fantasy VII, sur l'histoire, comment ça a bouleversé le monde du jeu vidéo. Et ce qui l'a bouleversé, c'est le storytelling en fait. Le fait de travailler les personnages ou autre. Et c'est quelque chose que je fais en fait sur les emails, où je développe l'histoire, la création et tout ça. Donc il y a des ressemblances. Et c'est pour ça qu'on peut raconter des histoires sur tout. En fait, même sur des produits, parce que tu as toujours la création, à quoi ça servait. Il y a toujours un moyen de présenter un produit. Et dans le jeu vidéo, avant, c'était c'était des RPG. Hein. Les trucs, c'était toujours la même. T'avais un chevalier, t'avais un mage et basta. Et là, ils ont carrément créé des vrais personnages qui ont leur propre personnalité, qui sont... Voilà. Et ça a bouleversé le monde, et c'est le storytelling et le développement des caractères. Donc voilà, c'est la personnalité, le fait qu'on s'attache au personnage, qu'on s'attache à l'histoire. C'est exactement pareil ce que j'ai fait dans l'e-commerce. C'est on s'attache au produit, on s'attache à la marque. Voilà, j'ai fait une petite comparaison entre les deux. Ouais, non, mais c'est Comment super intéressant. Hein. Quand tu parles d'e-com comme ça, moi je pense à, je sais pas si tu connais Papépi, c'était un couple qui était passé dans Qui veut être mon associé. Et eux, j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait ça. On s'attache quand même à leur histoire, pas plus qu'à leurs produits, mais autant peut-être qu'à leurs produits, tu vois. Oui, j'ai eu des entreprises, alors j'ai pas travaillé avec eux, mais qui m'avaient demandé, des boîtes qui sont passées, donc qui veut devenir mon associé, c'est pareil. J'avais toute une ligne éditoriale sur comment présenter la boîte, comment travailler avec eux, et voilà, il y avait plein de produits, plein de choses à raconter, tout simplement. Et derrière toi, je vois des livres, parce que c'est pour ma prochaine question. Est-ce que tu as des livres qui t'ont vraiment marqué? Tu as envie de nous en citer 2 ou 3 pour nos auditeurs? Alors, moi je lis quasiment pas de livres business. Ouais, Euh, après c'est large hein, comme c'est, question. C'est pas spécialement ouais, business, c'est tous les livres. Toi, ce qui t'a c'est pour plu. ça, parce que moi je fais du storytelling. La plupart des gens, quand ils demandent, ouais, tu lis quoi pour livre pour le storytelling? Je dis, mais je lis des romans, tout simplement. Oui, c'est vrai. Là, j'ai un livre storytelling où je vais aider, c'est vraiment sur le copy, c'est les livres de Evaldo. Euh, c'est vraiment sur l'art de vendre. Je conseille Ok. le livre d'Evaldo, je ne connais plus le nom exactement. Je te l'enverrai après au pire. Ouais, carrément. Euh, voilà, c'est un des meilleurs copywriters au monde qui a eu les meilleurs résultats. Il a découvert les meilleurs, tout ce que les meilleures pages de vente avaient en commun. Il a trouvé tout ce qui allait dedans. Et en fait, maintenant, si tu as toutes ces questions, tu réponds à toutes ces questions dans ta page de vente, dans ta stratégie de contenu ou autre, en fait, les gens, ils se disent, ah vas-y, je veux, ça répond à toutes mes questions, j'achète. Et tu as beaucoup plus de performance quand quand tu réponds à toutes ces questions. Donc, ce livre Ok. est vraiment bien. Ça va au-delà du copywriting, ça va même au niveau de la vente ou autre. C'est vraiment le livre qui m'a marqué. Et sinon, après, ça va être des romans. Donc, il y a du manga, il y a du livre scientifique, il y a du roman, donc science-fiction, il y a du Trône de Fer, il y a du The Witcher. Il y a des livres scientifiques sur les trous noirs et sur tout ça, parce que je suis un passionné. Et quand tu arrives à expliquer, c'est ça aussi, faire des histoires simples et que les gens comprennent rapidement l'histoire, quand tu arrives à raconter comment ça fonctionne sur les trous noirs ou sur les théories de l'univers, tu arrives à l'expliquer à n'importe qui, tu sais expliquer et tu sais raconter n'importe quelle histoire, facilement, compréhensible pour tout le monde. Et voilà. C'est pas forcément la méthode que je conseillerais à tout le monde, mais Non, mais t'as bien résumé, parce que des fois on lit des livres ou on voit des films sur des sujets on se serait dit, ouais, c'est peut-être pas quelque chose qui va nous plaire, et tout de suite on est pris dedans. Et je pense que t'as bien résumé, c'est là où c'est un bon écrivain, un bon scénariste ou un bon copywriter. c'est ça. Par exemple, un livre qui est bien storytellé, c'est Père riche, Père pauvre. Bon, C'est tout vrai. est faux dans l'histoire, mais le livre, il est super bien écrit et tu apprends des choses. Mais bon, tu sais qu'en fait, au final, il a mitonné sur tout le livre. Mais c'est un très bon storyteller. Oui, c'est Voilà, vrai. parce que Mais les Américains, ils sont très forts sur ça en général, ouais, sur un petit peu ouais, sur le storytelling. ah bah ouais, mais il est bon, hein, il a bien vendu, hein, il a fait fortune surtout grâce à son livre. Oui, c'est vrai.
Et tout à l'heure, tu parlais d'être bon vendeur et copywriter. Tu penses que c'est deux choses qui vont essentiellement ensemble? Alors, pas forcément, mais à partir du moment où tu sais vendre un petit peu, bon bah moi j'ai eu l'expérience avec ma boulangerie parce que boulangerie-pâtisserie, parce que je vendais aussi, je faisais Oui, la bien sûr. vente. Donc quand tu as l'habitude de présenter tes produits et que les gens ils sont là parce qu'ils sont intéressés par ce que tu vends, c'est plus facile à vendre. Oui, oui, c'est sûr. Donc voilà, tu vois, c'est quand j'ai quelqu'un moi qui vient en call et puis qui me demande ouais est-ce que ça peut être mis en place, bah oui voilà ce qu'on peut faire, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. La vente c'est la vente c'est juste faire comprendre à ton prospect que ce que tu lui proposes c'est la solution qui va lui convenir. Donc à partir du moment où tu as une offre qui répond aux besoins du client, c'est facile de vendre. Évidemment, si tu es un bon vendeur, ça Oui, c'est aide. un plus. On peut être bon copywriter et mauvais vendeur. Oui, mais si t'es les deux, c'est encore mieux. Juste avant de laisser la parole à Mehdi, pour le défi, on va vous faire tenter de gagner 100 euros. C'est très simple. Il suffit de mettre le chiffre 100 en commentaire pour tenter de gagner les 100 euros. Parmi vous, une personne sera sélectionnée pour remporter ces 100 euros. Merci à vous. On a un petit défi qu'on aime bien poser à nos invités. Donc, c'est imagine, t'as 100 euros, t'as à peu près 6 mois de marge. Donc, voilà, t'as 6 mois de marge pour vivre et nourriture. Et tu peux pas réutiliser les compétences que t'as acquises. Donc là, en l'occurrence, ça serait le copywriting. Qu'est-ce que tu fais? Et après, pareil, dans ces 6 mois, si t'as envie de, je sais pas, de travailler 2 ou 3 mois pour te faire un petit pécule, bah, tu peux aussi, quoi. Pour avoir un petit capital pour faire autre chose, quoi. Je suis bon négociateur, donc je peux facilement acheter des trucs pas trop chers et les revendre. Et voilà. Et quel type de choses? Achat-revente de vêtements, peu importe, quoi. Y a pas de, c'est ce Aussi que tu bien trouves. fringues, les trucs qui sont à la mode. Faut toujours aller sur les trucs qui sont à la mode. Oui, bien Ah, sûr. t'avais les cartes Pokémon qui marchaient. Le nombre d'histoires que j'ai pu voir des gens qui allaient sur les marchés, qui en achetaient plein, qui revendaient ça des fois à prix d'or parce que les gens ils vendaient en pack. Des trucs qui traînaient, ils vendent ça alors que t'as des cartes rares. T'as ça, t'as les cartes, t'as plein de choses en fait. Oui, c'est ça. Et même So, comme t'as dit, brocante, hein. Tu vas sur les brocantes, tu trouves, je suis sûr, des vêtements que tu peux revendre sur Vinted, tu le feras x2, x3 et ça ira vite, toi. aussi. Ah ouais, aussi. Hein. Pour ça qu'il y a plein de business comme ça qui marchent. Ouais, non, mais ta réponse courte et efficace, mais oui, t'as raison, c'est, ouais, tu vois, pour C'est aussi quelqu'un pour qui ça que l'a les impôts sens. français veulent taxer ce genre d'histoire aussi. Ce Oui, genre je de sais. business. Je sais. Voilà. Ah, mais c'était simple et efficace, merci. C'est la petite partie un peu développement personnel, mais entre guillemets, hein, on va pas partir non plus dans des clichés, mais est-ce que tu as une routine et un lieu de travail sans partir non plus sur vraiment la routine douche froide? Après, tu peux, hein, si t'aimes bien, mais sans partir sur le cliché de tout. Non, j'ai pas ça. Moi, je suis adepte du le matin, je me lève, grand verre d'eau, café. Je pars à mon bureau parce que j'ai un bureau. Parce que travailler ici, vu que j'ai deux chats qui passent leur temps à venir devant l'écran ou autre, c'est pas pratique. Donc, je vais au bureau, je bosse et je bosse surtout le matin. Tout ce qui est écrit, parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie, évidemment. C'est là où j'ai mes idées les plus claires. Et c'est là où je rédige. C'est là où je suis plus efficace. Donc, le matin, c'est vraiment écriture. Et après, l'après-midi, je garde tout ce qui va être call, projet annexe, voilà, stratégie Ok. un peu plus globale, voilà, cours d'anglais, je prends des cours d'anglais, faut que je prenne des cours de bulgare aussi, donc ça c'est l'après-midi, voilà. Ah, ok. Ouais, en simple, mais oui, moi aussi, je suis du matin aussi, j'aime bien, mais d'accord. Et là, si t'avais ton toit de 16 ans devant toi, là, il y a un magicien, il fait apparaître ton toit de 16 ans, pardon, qu'est-ce que tu lui dis? Tu peux lui dire qu'une chose sans parler avec lui des heures. Et t'as 5 minutes avec lui, qu'est-ce que tu lui dis? Alors, tu vas me dire que je fais beaucoup de réponses simples, mais vas-y, investis sur le Bitcoin quand ça arrive. Ah, excellent. Moi, Simplement. c'est la réponse que je voulais donner, parce que souvent on la demande cette question et jamais personne n'a dit ça. Et je me suis dit, c'est vrai que moi, je crois que je dirais ça. Ah, mais moi, je reste fidèle à ma ligne directrice. Je l'ai dit, je suis feignant, j'aime pas bosser 16 heures par jour. C'est fini ces trucs-là. Je vais là où il y a la simplicité. L'email marketing, c'est beaucoup de boulot au début. Je me renseigne beaucoup. Je vais me renseigner sur la marque, sur le branding, sur l'histoire de la boîte, sur les produits. Mais un coup que tout ça c'est fait, je connais bien le produit. Derrière, je vais bosser quelques heures par semaine pour écrire mes mails et c'est fini. Voilà. Donc, c'est du long terme. Mais voilà. Et pour résumer, là, on va bientôt avoir fini le podcast. Pourquoi tu fais tout ce que tu as fait, tout ce que tu entreprends là actuellement? Moi, j'aime entreprendre. Moi, c'est ce que je préfère. Très clairement, j'aime beaucoup gérer. J'aime beaucoup faire de la gestion, tout simplement. C'est ce qui me... Tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué, c'est de la gestion. Bon, je joue plus, mais c'était que de la gestion. Donc, c'est pour ça, j'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup faire des projets. Euh, alors, je suis expatrié, mais je suis fier d'être français. C'est pour ça qu'on fait un café français, qu'on a des produits français là-bas. J'y vais de temps en temps. Je mets un petit peu ma patte d'ancien pâtissier pour faire quelques petits produits. Donc voilà, le but c'est ça, tout simplement, entreprendre, essayer de partager.
Les emails, c'est du storytelling, ça me plaît. Le café, c'est importer la culture française aussi, développer quelque chose. Et moi, c'est ce qui me plaît en fait, tout simplement. Développer des projets. Quand un projet il est monté, il est au top, il n'y a plus rien à faire, je m'ennuie. Oui, Donc, j'aime beaucoup créer. Donc toujours le côté créatif qui revient. J'aime créer, développer. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. T'es un créatif, t'aimes créer, oui, tout simplement. C'est ça. Et pour finir, tu gagnes combien actuellement? C'est pas pour faire le concours de celui qui gagne le plus, mais c'est un petit peu pour motiver, montrer certaines histoires et motiver les personnes à entreprendre, en gros, nos auditeurs. Alors, là, sur la dernière année, alors moi, ça monte, ça descend, ça dépend de la période des clients. Parce que c'est de l'e-com, hein. Maintenant, je bosse qu'avec des e-com la plupart du temps, même si je fais des petites missions à côté, mais surtout de l'e-com. Donc, des fois, t'as la période estivale qui marche bien, d'autres périodes. Là, par exemple, le mois d'octobre, c'est l'un des pires mois. On enregistre, c'est un des pires mois pour un de mes clients. On va dire que l'agence a tourné normalement. Alors, je dis bien normalement, d'ici la fin de l'année, l'agence devrait tourner à 180 000 euros de chiffre d'affaires. À savoir que je suis tout seul à écrire. J'ai un ghostwriter, j'ai tout ça pour LinkedIn. La VSL, je l'ai donné à quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des VSL, donc je fais venir des gens sur des petites missions ou autres. Et après, sinon, en termes de revenus, je suis entre 9 et 10 000 euros par mois en moyenne. Net d'impôts. Ouais, non, très bien. T'as raison d'être précisé. Ok. Ouais. Top. Hein. Félicitations en tout cas. Merci. Pour finir, comment les gens ils peuvent te suivre? Tu nous as dit LinkedIn, il y a d'autres endroits où tu es présent ou c'est essentiellement ce réseau? Alors, surtout LinkedIn, Twitter un petit peu quand je me décide à y aller. Je fais plus trop de contenu dessus. Après, c'est là la différence. LinkedIn, pour attirer des clients pour ma cible, c'est le mieux, parce que j'attire des clients qui sont dans ma cible. Par contre, Twitter, c'est le réseau, tout simplement. Donc, j'y suis aussi. Et d'ailleurs, il y a plus de chances que je réponde sur Twitter que sur LinkedIn. Bon, même si je mets un peu de temps à répondre des fois. Tu vois de quoi je parle. Mais voilà, c'est le plus simple pour me contacter. Twitter aussi. Voilà. Okay. On peut venir me voir. Que ce soit e-com, que ce soit copywriter, qui ont besoin de monter un petit peu en niveau, qui ont besoin d'aide, qui savent pas trop, qui veulent se lancer tout simplement. Mes DM sont ouverts. Ok, le message est passé. Et est-ce que tu aurais une personne ou des personnes à nous recommander pour les prochains épisodes? J'en aurais beaucoup. On va peut-être pas tous les citer, mais si on devait en contacter, peu importe, nous on essaie vraiment d'être large. Toi, par exemple, toi t'es copywriter. Au début, on avait pas mal de personnes dans le référencement, mais on essayait vraiment d'avoir tous les types d'activités. Si tu veux quelque chose, personal branding. Ouais, carrément. C'est devenu quelque chose à la mode. Moi, je me suis formé avant cette mode-là. Et en fait, quand tu vois que la plupart des gens qui arrivent là sur ce sujet, en fait, ils sont venus parce que c'est à la mode. Et en fait, ils ont aucune connaissance. Et t'aurais des noms de certaines personnes? Sur Twitter, c'est Lina Vision. Ok, moi c'est noté. Merci. Et est-ce que t'as un message de fin pour clôturer le podcast? Les e-com, arrêtez de faire juste de la newsletter avec plein d'images dedans. Les gens en ont marre de recevoir des 3 Suisses dans leur mail, le catalogue des 3 Suisses. Les gens en ont marre en fait. Faites du storytelling, faites du texte, écrivez des choses intéressantes. Parce que sinon vous êtes un poisson dans l'océan bleu. Vous êtes que un poisson parmi tant d'autres. Envoyez que des images. Les gens en ont marre. Les gens veulent lire quelque chose d'intéressant et aujourd'hui ils apportent de plus en plus d'importance à la marque. Donc il faut travailler le branding et le branding ça se développe pas juste par des images sur la newsletter. Ça se développe par du texte, des histoires ou autre. Voilà. Ok. Merci en tout cas. Merci d'être venu dans le podcast. Et on va clôturer sur ça. Merci pour tous ces partages et toute ton histoire. C'était hyper intéressant. Merci à vous qui nous regardez. Continuez de vous abonner en masse, de liker, commenter. C'est hyper important. Sachez qu'on lit tous les commentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple, Amazon et Deezer. Merci à vous et on se retrouve vendredi prochain.